Carte politique béninoise, ces 4 derniers mois. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, vous y êtes. Bienvenue et merci d'être des nôtres. Inexistante pour les plus tatillons des observateurs de la vie socio-politique, elle apparaît, la dite carte, pour les plus flexibles, plus que floue. On n'y voit pas clair. La nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral devant aider à réussir le toilettage espéré ayant échoué, le branle-bas se poursuit au sein des formations politiques. Pour le grand nombre, demain continue d'être une incertitude. Inutile de rappeler les déboires du plus vieux parti politique au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, le PRD, qui, pour la toute première fois, n'a pu prendre part aux législatives. Et ce, non sans avoir essayé. Faudra-t-il, mesdames, messieurs, rappeler le cas du parti d'opposition de fait à Patrice Talon, le parti FCBE, y en alliance ayant conduit Boliaï, qui a ensuite passé les rênes à Patrice Talon. Elle cherche désormais la dite formation désespérément ses marques. Le tableau n'est reluisant ni pour les leaders, ni pour les militants et sympathisants. Et bien malin qui pourra décrire la fin de l'épilogue pour ces formations et bien d'autres. USL, on n'en parle plus. Crise politique au Bénin, quel impact sur les formations politiques? Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant déjà sur ce plateau. Nathaniel Kitty, politiste, il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et merci de m'avoir une fois encore invité. Je vous en prie, le plaisir est partagé en face de vous. Pour l'instant, débat, Patrick Amampoyon, qu'on ne présente plus, les coachs en politique de développement et gestion de crise. Crise, le Bénin la vit depuis quelques mois. On espère pour bientôt le bout du tunnel, même s'il n'apparaît pas encore. Avec le coach, on apprendra que l'espoir est toujours permis. Patrick Amampoyon, toujours positif. Bonjour et merci d'être des nôtres. Bonjour et merci. Ça fait un plaisir de vous savoir à nos côtés. Et plus que quelques jours, mesdames, messieurs, le Bénin célébrera une nouvelle fois son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une fête drainant habituellement tout le gratin d'autorité politico-administrative, tout bord confondu. Pour une toute première fois, le politique dans son ensemble y songe le cœur presque gros et meurtri. En dehors des deux formations politiques du chef de l'État, tout le reste vit comme une période de sursis. Une crise politique qui ne laisse pas indifférent le chef de l'État en personne. Chronogramme annoncé depuis le 15 juillet, rencontre d'échange avec les formations politiques, concertation avec le ministre de l'Intérieur en vue de la régularisation de leur statut juridique, dialogue par la suite avec les formations et puis dernière étape, dit-on, modification des tests querellés à l'Assemblée nationale pour aider tous à repartir sur de nouvelles bases. Mais jusqu'à présent, on semble être à l'acte 2 du chronogramme. Rencontre avec le ministre de l'Intérieur. La suite, mesdames, messieurs, vous la connaissez, Nathaniel Kitty, beaucoup de grincements dedans. On s'interroge. De quoi demain sera fait? Grosse interrogation pour les formations politiques. Vous, politistes, comment vous observez tout cela? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que nous sommes dans un jeu de ping-pong qui n'arrange pas du tout le pays. On observe d'un côté la perversion du jeu politique. Perversion? Oui, bien sûr. Ça existe en politique? Oui, il y a la perversion du jeu politique. Étant donné qu'on se rend compte progressivement que le vrai visage du président Patrice Talon à faire jour, parce que nous ne sommes plus dans un régime démocratique au Bénin, quand bien même qu'il a été élu démocratiquement. Nous sommes désormais dans un régime autoritaire, bureaucratico-militaire. Est-ce que l'université n'exagère pas? Bureaucratico-militaire pour plusieurs raisons. Parce que vous avez les militaires qui ont pour rôle la défense de l'intégrité du territoire national, qui ont complètement délaissé leur rôle pour venir au secours de celui qui est au pouvoir, alors que son pouvoir n'est pas menacé. Et les militaires sont venus au secours de celui-là pour commettre des pertes en vie humaine importantes dans le rang des populations. C'est connu de tout le monde, je n'invente rien, hein. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les chaînes internationales qui l'ont relayé. Il suffit d'aller dans les archives, vous allez voir ceux qui ont tiré sur les populations pendant la période
préélectorale, électorale et post-électorale. Donc, au vu de ça, on se rend compte alors progressivement que les caractéristiques d'un régime autoritaire sont remplies en ce qui concerne ce à quoi nous assistons actuellement. C'est-à-dire que non seulement les libertés publiques sont violées, mais aussi les libertés politiques le sont. Parce que les partis politiques constituent l'intrant le plus important d'une démocratie. Ce sont eux qui animent la vie politique. Et nous sommes dans un cadre multipartite. Donc, lorsque alors le processus aboutit à l'élimination par la volonté des gouvernants de certains partis politiques, nous ne sommes plus en démocratie, mais nous sommes dans l'autoritarisme. Vous pensez qu'en termes de configuration et de représentativité, aujourd'hui, des formations politiques n'existent plus quand vous parlez d'élimination? Oui, les tests sont clairs, le code électoral est clair, la charte des partis politiques aussi est claire. Et au-delà des deux tests-là, lorsque vous prenez le droit positif béninois, vous constatez que ce que le chef de l'État a dit à la rencontre à la présidence n'est pas conforme ni à la légalité, ni à la Constitution. Il a évoqué plusieurs aspects. Vous évoquez quel aspect? Par ailleurs, ce que le ministre de l'Intérieur demande aux partis politiques n'est conforme ni à la légalité, ni à la Constitution. Je donne un exemple. Lorsqu'on demande aux partis politiques d'aller refaire un congrès et d'extirper de leur rang ceux qui sont en conflit avec la loi, dites-moi quel est le test qu'il a prévu dans notre pays. Aucun test ne l'a prévu. Cela bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, le ministre de l'Intérieur ignore royalement les tests. Par ailleurs, lorsque vous prenez la charte des partis politiques, vous la lisez, vous vous rendez compte que le gouvernement est tombé dans son propre piège, mais ne veut pas tirer les conséquences de droit. La loi donne 2 mois au ministre de l'Intérieur pour répondre aux partis politiques qui ont fait la demande d'une reconnaissance administrative. Lorsque dans ce délai-là, le ministre de l'Intérieur répond, le délai est suspendu. Mais lorsque les partis politiques réagissent, le délai court à nouveau. Et la loi dit de manière claire que lorsque, pendant 2 mois, le ministre de l'Intérieur ne répond pas, on considère que la déclaration qui est faite par les partis politiques est conforme à la loi. Et le ministre de l'Intérieur tire les conséquences de droit. C'est-à-dire que les partis politiques ont immédiatement le récépissé provisoire et vont faire la publication au journal officiel pour obtenir le récépissé définitif. Donc, il revient au ministre de l'Intérieur de constater qu'il est en train de violer la loi et la Constitution en demandant aux partis politiques d'aller refaire les congrès alors qu'ils ont déjà rempli les conditions et ont déposé leur dossier en bonne et due forme. Et c'est faute de l'administration que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas les documents demandés. Et ce test est violé par le ministre de l'Intérieur. Ce test est violé par le chef de l'État lui-même qui convoque les partis politiques à la présidence de la République en méconnaissant des dites dispositions de la charte des partis politiques. Donc ce que le chef de l'État devrait faire, c'est de dire à son ministre de l'Intérieur que vous n'avez pas réagi dans le délai et par conséquent, nous sommes pris dans notre propre piège. Les partis ont une reconnaissance. En tout cas, pour mais l'instant, jusque-là, ce n'est pas le cas. On empêche les partis politiques de faire les formalités qui suivent. En tout cas, pour on se pouvoir refuse les empêcher de participer de tirer les aux conclusions. échéances Pour l'instant, électorales. les mots du chef demeurent, tout faire pour sortir de la crise dans laquelle le Bénin semble être plongé depuis quelques jours. Le politiste, c'est sa matière, nous renseigne un peu plus qu'aujourd'hui. Vu les conditions, ce qui a lieu de faire, c'est que le chef de l'État puisse appeler son ministre et lui dire, eh bien, au regard des tests, il vaut mieux laisser les gens continuer leur chemin que
de constituer un obstacle pour eux. Et pour ça, sans doute, il ne faut pas désespérer. Patrick Amapoyon, voilà un peu là où on en est. Quand on suit le tableau présenté par le politiste, c'est qu'avec un peu de volonté politique, on peut aller au-delà de ce qui apparaît comme un nouvel obstacle. Oui, nous sommes dans une situation où la volonté des hommes, et plus particulièrement la volonté du premier des Béninois, peut régler la situation dans laquelle nous sommes. Je crois que nous sommes dans une préoccupation administrative, parce que souvent, le chef de l'État dit qu'on va réviser les lois qui posent problème. Mais l'opposition dit que les lois ne nous posent pas problème. Donc ça veut dire que je crois qu'il faut qu'on sache, si nous voulons utiliser le fond pour exprimer les choses, que les deux parties utilisent le fond pour mieux se comprendre, parce que j'ai l'impression qu'ils ne s'entendent pas. Moi, je pense que nous allons nous en sortir. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir pourquoi ? Parce que cette situation ne peut pas durer. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Et je voudrais dire aux deux parties, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle en stratégie là du retournement des situations. Chacun campe sur sa position de force et pense que sa position de force va durer tout le temps. Non, nous devons utiliser chacun, en ce qui le concerne, le pouvoir du présent que nous avons pour créer les conditions d'une sécurité totale. Je voudrais dire que personnellement, moi je rêve d'un Patrice Talon qui, le jour où il va quitter le pouvoir, puisse être en sécurité au Bénin. Je rêve d'un Patrice Talon qui pourra être un ancien président, invité avec les honneurs du rang un jour au Bénin dans les manifestations. Je ne rêve pas de Patrice Talon qui, même s'il fait 2 mandats, 3 mandats, finit un jour et se retrouve en insécurité dans son propre pays. Et pour ça, la meilleure façon, c'est que le président utilise le pouvoir qu'il a en ce moment pour créer les conditions de la fin définitive de la persécution au Bénin. Nelson Mandela l'a fait en Afrique du Sud. Il en a le pouvoir aujourd'hui pour le faire. Il en a le pouvoir constitutionnel. Mais au-delà de ça, il en a le pouvoir par la maîtrise qu'il a des institutions actuellement au Bénin. Mais nous devons faire quelque chose. Lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir le 6 avril, le 10, j'étais sur une télévision du Bénin, nous avons cotisé de l'argent pour payer une émission, pour attirer l'attention du chef de l'État sur le fait que nous avons les mêmes symptômes que la fin de l'apartheid. C'est-à-dire les deux camps qui se regardent en chien de faïence. Et quand l'autre prend le pouvoir, il va abattre l'autre. Quand l'autre prend le pouvoir, il va abattre l'autre. 3 ans après, nous sommes dans le même schéma. Où aujourd'hui, si le président Patrice Talon perd le pouvoir, même pas les élections aujourd'hui, il sera difficile pour lui de venir au Bénin. Et dans ces conditions, on ne peut pas continuer comme ça. Il en a le pouvoir aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire que souvent, c'est le pauvre qui n'a rien qui est prêt à se suicider. Mais celui qui a l'argent ne peut pas avoir envie de se suicider. Et je pense que le président, pour avoir été reconnu comme le plus riche des Béninois, pour pouvoir jouir éternellement de sa fortune, il a besoin de faire quelque chose là maintenant. Parce qu'en politique, quand vous ne donnez rien à l'autre, il ne peut utiliser que la violence. Et nous devons tout faire pour ne jamais utiliser la violence dans ce pays. Donc moi, je pense que le président de la République est encore celui qui est capable de nous sortir de ce schéma-là. Il est le président élu à 65% des Béninois. Les Béninois lui ont confié la clé du pays et donc ils lui ont fait confiance. Et je sais que cette confiance lui permet d'utiliser toutes les prérogatives qu'il faut pour pouvoir sortir le Bénin de cette situation. Le Patrice Talon pour sortir le Bénin de l'ornière. En tout cas, lui-même rêve voir le Bénin avoir un visage plus ondoyant, plus attrayant. On croise les doigts pour. Mais pour l'instant, mesdames, messieurs, la situation est telle qu'elle. Au niveau des états-majors, des formations politiques, surtout celles de l'opposition, les réflexions vont dans tous les sens possibles. D'aucuns voient à l'horizon des formations de plus en plus fragilisées. Nathanaël Kitty, comment observez-vous de loin ces formations aujourd'hui en difficulté, peut-on dire, vis-à-vis des tests? Oui, il faut remarquer que les partis politiques anime la vie politique et concourt à l'expression du suffrage. Tout à fait. Et il y a le rôle manifeste et le rôle latent. Donc, dans le rôle manifeste, vous avez la formation des militants et vous avez la participation aux élections. Donc, ce deuxième rôle-là, à savoir la participation aux élections, donne
plus vie aux partis politiques au Bénin que le premier. Parce que c'est à travers la participation aux élections que le parti politique réussit à positionner des militants au niveau des centres de décision et de prise de pouvoir. Et lorsque les élections arrivent et que certains partis politiques, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, sont absents aux dites échéances, la conséquence, c'est que ces partis politiques ne vont plus participer à travers leurs militants aux différents débats démocratiques dans les instances de prise de position. Et la conséquence aussi, c'est que au-delà de tout ce à quoi nous pensons, la participation à la vie politique permet aussi aux militants de se refaire, d'avoir un peu de ressources. Et lorsque les militants se voient exclus de la participation aux échéances électorales, toutes choses qui leur permettent d'être à des positions de pouvoir et d'avoir des avantages pour continuer à animer la vie politique, vous avez certains qui se découragent, ce qui aura certainement de conséquences sur les partis politiques. Et en termes de conséquences dans notre pays, vous avez ce que nous appelons la transhumance politique. Donc, lorsque les militants perdent espoir de participer au débat politique, il n'est pas exclu qu'ils quittent les partis qui sont exclus pour aller dans les partis qui ont cette possibilité de participer aux échéances électorales. Et les échéances qui comptent beaucoup plus dans notre pays, vous les connaissez, ce sont les élections municipales, communales et locales et les élections législatives, étant donné que la Constitution a libéralisé la candidature aux élections présidentielles. Donc, sans être membre d'un parti politique, on peut être candidat aux élections présidentielles dans notre pays. Donc, ces deux élections sont des élections qui comptent pour les partis politiques. Maintenant, nous avons déjà eu la première qui n'a pas permis à certains de participer. Donc, leur possibilité de voir leurs militants à des positions de pouvoir n'a pas pu être réalisée. Et vous avez aussi les deuxièmes maintenant qui s'annoncent pour 2020. Avant donc, les deuxièmes, la bataille doit être rude maintenant pour que les partis politiques qui sont exclus puissent reconquérir leur légitimité et participer aux dites élections. Donc, dans une situation ou bien dans laquelle vous avez les partis politiques qui perdent espoir, il n'est pas exclu, comme M. Poyon l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait des tentatives de recours à la violence. C'est encore plus grand lorsqu'il s'agit des élections municipales locales, parce que vous avez des militants qui sont représentés à la base, c'est-à-dire le coin le plus reculé du Bénin, vous avez un candidat à une élection locale. Donc, lorsque ce candidat épouse les idéaux d'un parti politique et constate que les raisons pour lesquelles le parti ne peut pas participer aux élections sont dépendantes du gouvernement, il n'est pas exclu que dans la mobilisation générale, il recourt à la violence. Donc, le risque est grand lorsque les partis sont exclus des élections municipales, communales et locales. Alors, Patrick Amand-Poyon, le politiste, nous a présenté un plateau que beaucoup ne voient pas. Alors, il y a urgence, forcément, que l'arbitrage puisse être fait au plus tôt pour qu'on n'assiste pas à un scénario où ce ne serait que deux formations qui vont concourir aux prochaines joutes. C'est ce qu'on peut conclure. Mais avant de vous laisser la parole, bon, on peut comprendre qu'en termes d'expérience, de maturité, ce qu'on peut appeler des leaders, des acteurs politiques avérés, ne tombent pas dans ce piège. Mais récemment, on a cité quelques grands noms
d'acteurs qu'on connaît, qui ont même exercé à des niveaux donnés. L'ancien maire d'Amoui Calavi, par exemple, dont je tais le nom, que tout le monde connaît, qui a accompagné une de ces formations qui n'a pas pu participer aux élections et dont on dit désormais être républicain. Mais cela devrait servir de paravent à la jeunesse, non? Qu'est-ce qui peut pousser à fléchir aussi à ce niveau? Le contexte. Le contexte. Le contexte, il n'est favorable à personne. Contrairement En dépit de la maturité? Non. Le contexte n'est favorable à personne. Elle ne connaît non plus de maturité. Même ceux qui rejoignent le chef de l'État, c'est sans conviction. Et le chef de l'État ne peut pas être... Pratiquement, point, vous n'êtes pas politique. Comment pouvez-vous dire que c'est sans conviction? Mon métier, vous voyez, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire qu'on pense que ceux qui sont dans la politique voient que les experts qui sont dans la stratégie. Vous voyez, Laurent Gbagbo est allé se casser la figure aux élections présidentielles parce qu'il a pris des anciens politiciens pour l'aider à aller aux élections. C'est une erreur. Vous savez, l'Union fait la Nation a fait une expérience de présidentielle ici qui n'a pas marché. Ils ont eu en face un coup KO. Et je leur ai dit, mais vous répétez tout le temps qu'Amoussou a expérimenté. Mais Amoussou n'a jamais gagné une élection présidentielle. Il a expérimenté dans l'échec aux élections présidentielles. Donc, à partir de cet instant, ne pensez pas que parce qu'on est ancien politicien, on connaît la stratégie. Beaucoup de personnes oublient que l'histoire retiendra ce que chacun aurait dit en cette période où le Bénin est en crise. Et les gens parlent à tort et à travers sans porter des gants. J'ai suivi un débat que M. Kitty a fait sur la radio nationale avec un député dont j'étais le nom. Mais je suis sûr que le député, tout ce qu'il a dit, il ne pense pas. Il a dit ça sur les plateaux, oubliant que l'histoire va enregistrer ça. L'OLTB va enregistrer ça. Et que tôt ou tard, on va lui passer ça. Donc, à partir de cet instant, c'est pourquoi j'ai dit en tant qu'intellectuel, nous devons faire en sorte que ce soit Patrice Talon au pouvoir ou Patrice Talon dans l'opposition, notre discours ne doit pas changer. Lorsque Patrice Talon était en France, nous avons tenu des propos. Lorsque Patrice Talon est au pouvoir, nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de tenir les mêmes propos. Patrice Talon aurait eu candidature rejetée qu'ensemble, nous aurions dit on n'est pas d'accord. Donc, de la même manière, aujourd'hui, nous devons ensemble dire on n'est pas d'accord quand d'autres sont exclus. Parce que l'exclusion n'apporte que la violence, n'apporte que la bagarre. Mais là où je vous dis que dans tous les cas, les deux camps finiront par s'entendre, c'est que le Bénin, non seulement ne leur appartient pas et appartient aux Béninois, mais le Bénin n'appartient même pas qu'aux Béninois. Il appartient au Nigeria qui est à côté, qui ne veut pas avoir du désordre à côté de lui. Il appartient au Togo, il appartient au... Vous avez vu les 100 intellectuels dans le monde qui ont écrit. Ils ont dit quoi? Nous nous sentons Béninois. Parce qu'à travers la conférence nationale du Bénin, nous nous sommes retrouvés. Donc, nous nous sentons béninois et nous nous légitimons pour parler. Donc, je vous dis, il y a une situation de calme apparent que le gouvernement est en train d'avoir. Mais de grâce... Pourquoi vous ajoutez apparent? Apparent. Mais qu'on ne confonde pas ce calme apparent. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire appel à un stratège, ne serait-ce que pour 2 heures de temps, pour expliquer au chef de l'État la situation dans laquelle nous sommes. Et nous fonctionnons comme si ce que nous voyons est ce qui est. Non, ce que nous voyons n'est pas ce qui est. Je vous donne un exemple. Allez-y. 2 anges étaient en train de voyager. Et ils arrivent dans une maison. Ils ont été maltraités dans la maison parce que le gars les a méprisés. Et le lendemain, le mur du monsieur est fissuré. Et l'ange le grand a fermé le mur. Ensuite, ils sont allés dans une maison. Ils ont été bien traités. Et au moment de partir, ils constatent que la seule vache qui produit du lait que la famille vend pour manger est morte. Alors le petit ange demande au grand, mais tu as aidé l'autre qui nous a maltraités. Et pourquoi tu ne peux pas les aider à sauver la vache? Il dit, tu n'as pas compris. Ce que vous voyez n'est pas ce qui est. L'autre avait de l'or dans le mur. J'ai fermé pour qu'il ne voit pas l'or. Donc c'est pour le punir que j'ai fermé le mur. Mais celui-ci, c'est sa femme qui devait mourir. Et j'ai mis la vache à la place de la femme. Nous, ce que nous voyons n'est pas ce qui est. Je voudrais, le président Patrice Talon, il n'a qu'à activer ses réseaux pour les écouter. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, ça grouille. À l'extérieur du pays, ça grouille. Et là où je suis en train de rire de toute cette bagarre entre les politiciens, je me rends compte que de plus en plus, des troisièmes larrons se préparent pour leur ravir la vedette à eux tous. Parce que M. Kitty l'a dit,
aux élections présidentielles, il n'est pas question de parti politique. Ça veut dire que des gens vont venir de la diaspora, des gens vont venir de partout, et comme eux, ils ont passé tout le temps à se faire du mal, eux, ils vont avoir la possibilité de passer. Je voudrais ajouter encore que ceci. Vous voyez, Dagbo Khouré sur sa guédégué se sont disputés le poste de président des chefs vaudous du Bénin. Et vous comprenez que de se disputer poste pour des dignitaires comme ça, c'est se lancer des missiles en permanence. Résultat, vous avez vu qu'ils sont morts tous les deux dans la même période, malgré la protection dont ils jouissent. Ça veut dire quoi? Ce combat-là est en train de faire du mal à eux tous. Et donc, il faut qu'on comprenne. Et enfin, je voudrais dire à l'attention du chef de l'État, lorsque vous poursuivez un voleur et que vous ne lui donnez aucune possibilité de fuir, il se retourne contre vous. Et quand il se retourne contre vous, c'est vous qui êtes en danger. C'est pourquoi quand on poursuit un voleur, on lui laisse toujours une marge pour pouvoir avoir un espoir qui fait qu'il ne va pas se retrouver dans une situation où c'est tuer l'autre ou mourir. Donc je pense que véritablement, nous sommes dans une situation où le chef de l'État, et je n'ai que président, les FCBE n'ont aucun... C'est-à-dire, je ne peux pas leur parler, ils ne me doivent rien. Moi, j'ai un président de la République qui est le président de mon pays. Et donc, c'est à lui seul que je peux m'adresser. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le président, pour sa propre paix, pour la sécurité de l'après, pour la sécurité de ses enfants dans l'après, et tout ça, il doit faire en sorte aujourd'hui de se sécuriser à jamais, en faisant en sorte que les règles soient telles que plus personne n'empêche personne de vivre et d'exister. Vous savez, en France aujourd'hui, vous pouvez créer un parti politique à partir des réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer les documents à la préfecture ou au ministère à partir des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont dit, c'est-à-dire laisser les gens s'associer. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, certains se demandent même s'ils peuvent créer un parti politique. Parce que d'abord, cette affaire de 1400 et quelques membres pour avoir un parti politique, ouais, on va dire que ça va faire du grand parti politique, mais ça va faire en sorte qu'un individu qui a les moyens va contrôler tout le parti politique, parce que je ne vois pas aujourd'hui un professeur d'université prendre l'initiative de faire un parti politique pour apporter des débats d'idées et avoir les moyens de trouver 1400 personnes. Chacun, pour faire le dossier de chacun, il faut minimum 10 000. Prenez 10 000 fois 1400, vous voyez déjà combien il faut à la création déjà du parti. Donc moi je pense que le président, il a certainement de bonnes intentions. Mais on dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. On ne peut pas faire le bonheur des Béninois sans les Béninois. Et donc, à partir de cet instant, moi, je pense que le président, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, je vous jure, c'est pas l'opposition, c'est le président lui-même. C'est sa sécurité, sa paix demain. Parce que on a vu ça dans beaucoup de pays où le président, tout pouvoir, a fait tout ce qu'il voulait. Regardez Laurent Gbagbo aujourd'hui, 7 ans qu'il est en train de faire là-bas. Mais Kontoupion, vous n'oubliez pas que chaque pays a sa spécificité et que le Bénin a aussi la sienne. Tous les pays... Il ne faut pas toujours comparer tout. Ok, je vais vous dire ce que Blaise Compaoré a dit à la veille de sa chute au président Macky Sall du Sénégal. Il a dit exactement ceci. Tu ne connais pas mon pays. Ils sortent dans la rue, mais ils ne foutent rien. Et le lendemain, il a perdu le pouvoir. Je vais vous dire ce qu'Amadou Toumani Touré a dit à Yahi Boni du Bénin 30 minutes avant de perdre le pouvoir. Je vais même 5 minutes. Le président Yahi Boni dit, j'ai appris qu'il y a des mouvements chez toi. Est-ce que tu veux qu'on t'apporte du soutien? Et il dit non, on va gérer ça. C'est des petits zigotos là. Il a dit envoyez le camp pour gérer. Il a fini. Il n'a pas encore accroché quand les roquettes sont tombées sur son bureau. Cette affaire de je connais mon pays là, c'est une erreur grave. Parce que quand la situation change, les réalités changent. Prenez un individu qui a faim, il va voler. Prenez un individu qui n'a pas faim et qui a l'argent, il va donner. Donc, les contextes changent les hommes. Et surtout, ne dites pas que le Bénin est différent. Quand vous allez au Tchad, et vous voyez les gens prendre taxi moto de la même manière, taille de la même manière, vous allez au Brésil, vous voyez certaines réalités, vous vous rendez compte que cette affaire de dire les pays sont différents, non, c'est des êtres humains qui fonctionnent avec le même cerveau. La couleur de peau et autres ne change pas le sang qui est dans le corps. Et donc, je dis et je redis encore, ce qui m'intéresse dans cette situation, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas ceci, c'est que le président de la République puisse nous permettre d'avoir
un jour, 3 anciens présidents, et que les 3 anciens présidents soient libres d'aller et venir au Bénin. C'est un privilège d'avoir beaucoup d'anciens présidents qui peuvent apporter leur expérience et qui sont libres d'aller et venir. C'est ça qu'il a la possibilité de Soyez créer sûr, aujourd'hui. vos suggestions et observations seront prises en compte, car le chef l'a dit, quand c'est positif, il est preneur. Nathaniel Kitty, un moment d'effervescence, d'euphorie, mais aussi de grands débats que les Béninois auraient raté en quoi nombre d'analystes. C'est cette période de renouvellement de beaucoup d'instances, que ce soit la HAC où le Parlement est appelé à envoyer les siens. On constate une floraison de têtes, d'affiches, parce que venant de différentes formations politiques, aussi bien au niveau du Conseil économique et social et autres institutions. Cette fois-ci, au regard de la configuration de l'Assemblée nationale, ça n'a pas été des moments très chauds. Mais pour autant, est-ce que les formations politiques, comme on entend ça et là, ceux qui n'ayant pas pu être représentatifs, devraient en faire une préoccupation majeure? Justement, ils devraient en faire une préoccupation majeure parce que ces désignations qui se font aujourd'hui posent même problème. Parce que, vous voyez, il y a un contexte dans lequel les lois ont été votées pour prévoir les modalités de désignation de ces différents représentants de l'Assemblée nationale au niveau de ces institutions. Et lorsque vous prenez les décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle en la matière, vous vous rendez compte que ce sont des décisions qui avaient pour objectif de garantir les droits de l'opposition. Mais aujourd'hui, dans un Parlement où vous n'avez pas l'opposition représentée et qui procède à la désignation des représentants de ce Parlement dans les institutions constitutionnelles, ça pose un véritable problème. Parce que la minorité n'est pas l'opposition. Et la majorité n'est pas aussi l'opposition au Parlement. Or, dans le contexte normal de notre processus démocratique, la configuration de l'Assemblée nationale vous donne une idée de l'opposition et une idée de ceux qui soutiennent le pouvoir en place. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ces désignations qui sont faites par l'Assemblée nationale vont dans le sens de l'illégitimité qui est ce qui entache la crédibilité de ce Parlement aujourd'hui. Il y a 3 grandes institutions qui ont effectué le toilettage. C'est la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Il s'agit du Conseil économique et social. Il s'agit d'une institution phare dans la vitalité démocratique, la Haute Cour de justice. Patrick Amampognon, l'opposition qui a été absente au niveau des législatives, n'a pas digéré tous ces positionnements qu'on a vécu ces dernières heures. Est-ce qu'on devrait en faire une préoccupation lorsqu'on conçoit qu'on vit un moment plutôt exceptionnel? En fait, c'est que là où je ne comprends pas la stratégie du président de la République... Vous allez encore vers le président de la République? Oui, c'est qu'au même moment non, où il est... Patrick Amampognon, c'est l'opposition qui critique non, ça. Elle bien. n'est pas à l'Assemblée. Non, écoutez bien, vous allez comprendre. Oui. Au même moment où il est en train d'obtenir ces choses-là, Oui. il est en train de rien donner à l'opposition. Il aurait pu donner ses certificats de conformité actuellement en échange du fait qu'il est en train de gagner des institutions à sa solde. Mais au même moment... Monsieur Pognon, il faut comprendre le processus de l'autoritarisme. Dans le processus de l'autoritarisme, il ne peut pas le faire parce qu'il épouse complètement cette théorie-là. Donc, il est dans la doctrine. Donc, dans cette doctrine-là, il ne peut rien donner à l'opposition. Non, monsieur Kitty. Oui. Vous savez, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que le président Patrice Talon n'est pas un homme de doctrine. Si vous me dites ça au temps de Mathieu Kérékou, je vous dirai oui, il y a des spécialistes de doctrine derrière lui. C'est pas un homme de doctrine, c'est un homme pragmatique. Mais là, il est plus pragmatique. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je pense que il y a des gens là qui n'ont pas expliqué au chef de l'État que ce qu'il est en train d'obtenir ici, en ne concédant rien aux autres, il va tout perdre. Non, mais vous n'avez pas dit ça. Mais c'est ça le problème. Non, on ne peut pas tout lorsqu'on a des leviers principaux en main. Non, vous savez, lorsque les autres acteurs de l'opposition
constatent un beau matin qu'ils n'ont plus aucun recours. C'est de ça qu'on parle. Non, monsieur Poyon, regardez au Rwanda. Lorsque vous regardez ce qui se passe au Rwanda, vous allez constater bien que le chef de l'État est dans la même conception. Lorsque vous regardez ce qui se passe en Turquie, vous allez constater que le chef de l'État est dans la même conception. Tu vas vous dire maintenant, à la différence de la Chine où vous avez le totalitarisme, ici, c'est l'autoritarisme, comme au Rwanda, comme en Turquie. Donc, pour pouvoir réussir, il n'a rien à concéder à l'opposition. Si vous observez bien, si vous observez bien ce qui se passe en Turquie, c'est pas une lutte que l'opposition est en train de réussir à conquérir ses droits. Donc c'est la même chose que l'opposition doit faire ici, c'est-à-dire lutter, vaille que vaille, contre le régime pour pouvoir reconquérir ses droits. Parce que Juan Lins l'a déjà dit, c'est-à-dire dans un processus de consolidation démocratique, vous avez des crises. Et il n'est pas exclu que dans ces crises-là, la démocratie s'arrête. Donc la démocratie s'est arrêtée au Bénin. Maintenant, elle peut reprendre à nouveau son chemin, mais elle ne peut pas reprendre à nouveau son chemin sans une lutte de l'opposition. Parce que pendant 18 ans, le chef de l'État, Mathieu Kérékou, a dirigé le pays dans la même conception. Mais pourquoi il a cédé en 90? Il y a la lutte de l'opposition, il y a aussi les circonstances internationales. Aujourd'hui, si vous observez bien, l'opposition béninoise ne peut pas compter ni sur la sous-région, ni sur les différents partenaires économique du Bénin. Elle ne peut compter que sur elle-même pour reconquérir ses droits. À la belle preuve, voyez ce qui a été dit à la CEDEAO, voyez ce qui a été dit à l'UEMOA, regardez le ballet d'officiels qui va à l'Assemblée nationale. Donc, lorsque vous observez ce ballet d'officiels, vous vous remettez en cause. Vous dites aujourd'hui, mais écoutez, que reste-t-il de la démocratie béninoise? Que font alors ceux qui nous ont toujours chanté que les principes et les valeurs démocratiques doivent être respectés et être les mêmes partout? Vous posez cette question. Et lorsque vous vous posez la question et que vous jetez un regard critique sur l'actualité internationale, vous vous rendez compte que les peuples qui appliquent la démocratie selon ses principes et ses valeurs le font par leur volonté et non pas la volonté des autres. Donc aujourd'hui, il revient aux Béninois de dire, mais écoutez, ce que nous avons voulu en 1990 est en train d'être remis en cause. Nous devons nous battre pour le restaurer et non compter sur le chef de l'État. Le chef de l'État ne le fera pas du tout parce que lui, c'est le mot d'appoint de Patrick Amand-Pouillon qui vous a écouté religieusement. D'abord, la première chose, faire croire que ce qui se passe au Bénin est comme le Rwanda et la Turquie, c'est ça qui fait que le président pense que ce qu'il est en train de faire là est bon pour lui. Je vous dis, ça n'a rien à voir. Vous prenez le président Kagame. Le président Kagame, aujourd'hui, vous ne verrez pas 10 pays africains voter contre le président Kagame aujourd'hui. Ça veut dire que tout en faisant ce qu'il fait à l'intérieur du pays, il apporte des gages à la communauté internationale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque une femme a voulu être candidate contre le président Kagame, mais c'est-à-dire que les moyens qui ont été utilisés contre elle, en remontant même jusqu'à sa jeunesse, où elle a envoyé des photos nues et tout ça, et qu'on a publié tout ça, sont des moyens où, aujourd'hui, la communauté seule ne peut pas s'attaquer au régime pour ça. Bref, le président Kagame fait en sorte, tout en étant dur, comme on le sait, fait en sorte d'apporter des gages, fait en sorte d'avoir de l'impact, d'avoir son mot à dire. Vous avez pris l'exemple de la CEDEAO, du sommet de l'UEMOA. Je peux vous dire, le communiqué du sommet de la CEDEAO, du sommet de l'UEMOA et du sommet de l'Union africaine ne dit pas ce qui a été dit là-bas. Le Bénin était un sujet important. La rencontre du chef de l'État avec l'opposition n'est pas une initiative locale. Les médiations qui sont en cours aujourd'hui, mais ça ne fait pas de bruit, la diplomatie.
Et sachez, oui, nous devons compter sur la sous-région. Parce que la sous-région a intérêt à ce qu'il y ait la paix au Bénin. Parce que si ça brûle ici, ça va brûler à côté. Non, donc, non, je viens. Vous prenez le cas de la Turquie. La Turquie, le président vient de perdre sa ville où il était maire. Pas une lutte. C'est l'opposition aux élections. Oui, mais écoutez, mais cette lutte-là, quand vous dites lutte, mais pour lutter même là, parce que la seule lutte, si nous ne comptons pas sur le président, la seule lutte est violence. C'est pour ça que nous devons compter sur le président pour éviter pour nous la violence. Moi, je dis, ma solution n'est pas la violence. Donc, ma solution, c'est que le chef d'État puisse comprendre. Parce que si vous avez deux personnes où chacun pense qu'il a raison, le seul chemin qui se traitera devant, c'est la violence. Non, il faut éviter ça. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous, Nathalie Kiti, vous avez démarré une idée que vous n'avez pas achevée tout à l'heure quand Nathalie Kiti a pris la parole. Vous parliez de redistribution des cartes. Le chef de l'État qui aujourd'hui est en train d'avoir presque toutes les institutions. Oui. Et dans ce cas, vous pensez qu'il y a un schéma que le chef devrait adopter, qui n'est pas encore. Oui, il faut concéder d'autres choses. C'est vrai, les autres demandent quoi? Ils demandent qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Le président dit, lui, il ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais si, au même moment où il demande ça, on ne fait pas ça, et aussi, on ne leur donne rien, ça veut dire que... Parce que... Qu'est-ce que vous mettez dans rien? Qu'est-ce qu'on aurait pu leur donner? Déjà, le certificat de conformité. Parce que, regardez, nous sommes aujourd'hui, le monsieur Kiti l'a dit, nous sommes dans tous les cas, dans du non-loi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, les partis font ce que le président demande, ce serait du non-loi. Donc, à partir de cet instant, mais prenez une décision politique pour passer cette étape. Non, il n'y a pas de décision politique. La lutte dont je parle, c'est la lutte démocratique. Non, ce que j'ai dit. C'est-à-dire que amener. Comment voulez-vous faire une lutte démocratique quand toutes les institutions sont en train d'être contrôlées? C'est pour ça que j'ai dit. Il faut la volonté politique. Si le président ne concède rien, c'est qu'il est en train de dire indirectement aux autres, je ne céderai que par la violence. Non, ce n'est pas ça, M. Poyon. Je pense que dans les luttes démocratiques, il n'y a pas la violence. Il n'y a pas la violence dans les luttes démocratiques. C'est connu des partis politiques. On peut faire pression sur un pouvoir politique sans recourir à la violence. Par quoi, par exemple? Martin Luther King. Non, par quoi, par exemple? Vous prenez, par exemple, Martin Luther King, la non-violence qu'il a... Non, donnez des exemples pratiques dans le cas béninois. Je vous donne l'exemple de Martin. Non, dans le cas béninois. Quand vous prenez cette non-violence qu'il a plaidée aux États-Unis, ça lui a permis de conquérir les droits pour les Noirs. Oui, mais dans le contexte béninois, monsieur Kiti. Les droits qui ont été conquis. Non, dans le contexte actuel au Bénin. Non, monsieur Kiti, on n'a plus beaucoup de temps. Dans le contexte béninois, béninois il s'agira aux partis politiques de s'organiser. Si les partis politiques s'organisent... Vous les appelez partis politiques. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Non. Moi, je les appelle partis politiques parce que selon la loi, ils existent. Selon la loi, ils existent. C'est selon le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur qui n'existent pas. Et c'est le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur qui permettent les libertés, qui permettent de faire les revendications. Monsieur Pouillon, lorsque la justice, par exemple, la justice béninoise, par exemple, peut mettre le chef de l'État au pas. Vous ne pouvez pas me dire que ce sont tous les juges du Bénin qui sont corrompus. Alors dites aux opposants de déposer plainte. C'est-à-dire que nous devons aller dans des solutions pratiques. Non, écoutez, monsieur Pouillon, il ne s'agira pas d'étaler ici sur une chaîne de télévision les solutions pratiques. Bon, mais il s'agira pour l'opposition. Je vous propose, chers amis, on va revenir sur le débat parce que le temps est complètement parti. Je m'en voudrais de nous poser chacun une et même question avant qu'on ne se sépare parce qu'on me dit qu'on n'a qu'une minute. Alors, dans cette atmosphère où chacun se cherche, et surtout l'opposition en est à se gratter la tête et les formations politiques qui n'ont pas pu envoyer les leurs à l'Assemblée nationale, PRD et autres, il y a un qui pouvait se dire adieu. C'est le parti PSD d'Emmanuel Golo. Là, une décision vient de tomber, donnée
par une instance que vous avez tous suivie, la Cour d'appel. Quel est le regard du politiste par rapport à ces décisions? C'est l'exemple de la lutte dont je parle. Il faut croire en la justice béninoise et travailler pour que la justice béninoise soit celle par laquelle les partis politiques peuvent reconquérir leurs droits. Patrick Amanpoyon, quelle est votre réaction par rapport à ce sujet? C'est qu'il y a toujours de l'espoir. Et je voudrais encore une fois dire que si nous voulons gagner du temps et ne pas prendre le risque de passer par la violence, le président doit faire quelque chose. Le président doit faire quelque chose. Et si j'étais tenté de vous demander rapidement une petite adresse à l'endroit des acteurs politiques de l'opposition? Les acteurs politiques de l'opposition, pour ne pas avoir pensé à la violence, n'ont qu'à saisir la justice. Merci beaucoup. Nathalie Kitty, 15 secondes. Non, moi je pense qu'ils doivent lutter pied à pied pour pouvoir reconquérir leurs droits. Penser que le chef de l'État va le leur concéder, je ne crois pas qu'ils réussiront parce que quand ils regardent bien, vous avez l'autoritarisme qui est en train d'être appliqué. Merci à vous, Nathalie Kitty. Merci également à vous, Patrick Amanpoyon. Chers téléspectateurs, merci une fois encore pour la complicité. Vous savez, sur le plateau, la parole reste libre et une fois encore, ce plateau reste pour tous, chaque fois que besoin est, sans condition aucune. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Je vous fausse compagnie cette fois-ci sur, non pas une citation, mais juste cette pensée africaine. À brebis tondues, Dieu mesure le vent. Excellent week-end à vous et à très bientôt.